Essayons de comprendre le sens de la référence à la théorie des jeux, au concept de Linghe-Boyi, jeu à somme nulle, qui est explicitement employé par Xi Jinping, d'une part, et accord gagnant-gagnant, Shuanyin en chinois, qui fait explicitement référence à la stratégie gagnante du donnant-donnant dans le modèle du prisonnier, et plus exactement dans le modèle du dilemme répété. Voilà, donc on voit qu'il y a dans le discours de Xi Jinping, on peut toujours suspecter une intention cachée, mais en tout cas, on voit qu'il y a à la lettre une cohérence théorique forte. À partir de l'analyse du dilemme du prisonnier, on peut donc dire que Xi Jinping plaide en faveur de la stratégie coopérative plutôt qu'en faveur de la stratégie égoïste. Du point de vue de l'intérêt collectif ou global, Xi Jinping affirme invariablement que le pari de la coopération, l'accord collectivement gagnant, est la meilleure combinaison, la meilleure stratégie possible. Mais on peut argumenter en sens contraire. François Godement s'inquiète des sanctions diplomatiques ou économiques que la Chine est capable de prendre, c'est-à-dire des moyens de pression qu'elle utilise. Et le point de vue de Sébastien Weig, identifiant Xi Jinping à Carl Schmitt, est encore plus radical. Comment rendre compte d'une logique de sanction-punition dans une doctrine de la bienveillance ? Faut-il y voir le signe d'une mystification ? D'une intention cachée, comme je le disais? La Chine fait-elle hypocritement bonne figure pour se convertir à l'hégémonisme quand la situation lui sera avantageuse? La question reste ouverte en pratique, mais comme je pense l'avoir montré plus haut, notamment à travers mes lectures de Spinoza et de Machiavel, l'usage des moyens de pouvoir n'est pas nécessairement contradictoire avec ceux de la puissance. Et la doctrine chinoise de l'autorité semble pouvoir s'enrichir encore d'une relecture de la variante du dilemme répété, comme je le disais en début d'intervention. Dans les discussions avancées sur le dilemme du prisonnier, en effet, et là je renvoie encore à Robert Axelrod dans The Evolution of Cooperation, paru en 1984, un petit livre de 250 pages sur cette question, deux cas de figure ont bien été distingués. Ou bien on ne joue qu'une fois, ou bien on joue plusieurs fois. Et dans ce dernier cas, la condition de double aveugle est au moins en partie levée. En cas de répétition, les calculs sont différents. Il n'y a plus à proprement parler de dilemme ou de choix cornélien quand on peut supposer, deviner, anticiper comment les autres vont se comporter. La comparaison de cette situation du dilemme répété avec la politique est pertinente puisque dans la vie politique, malgré des erreurs ou des accidents ponctuels, on apprend à connaître ses interlocuteurs et on peut relativement au moins prédire leur réaction future. Et dans cette situation, ce n'est pas l'altruisme inconditionnel qui remporte les meilleures chances de succès, mais les statistiques opérées sur les différents types de comportements possibles montrent que ce n'est pas non plus la stratégie de l'égoïsme radical. Les statistiques que rapporte par exemple Axelrod montre la supériorité d'une stratégie de bon sens et d'une simplicité au fond enfantine. C'est la stratégie donnant-donnant. La théorie des jeux nuance donc, voire interdit, contredit en tout cas, la thèse d'une bienveillance inconditionnelle qui s'oblige à des actions et des réponses systématiquement coopératives, y compris face à des stratégies d'agression. Stratégie qui, disons-le entre parenthèses, ou pour prendre un exemple, avait pu être celle de Jésus quand il tendait une joue alors qu'on lui frappait sur l'autre. Ce n'est pas du tout donc la bonne stratégie à laquelle conclut la théorie des jeux de ce point de vue-là.
Cette dernière stratégie, qu'on pourrait qualifier de coopérative inconditionnelle, est une posture relativement naïve et d'une efficacité douteuse, du moins face à ce qu'on appelle des passagers clandestins. En analysant les différentes versions de stratégie altruiste, coopérative, etc., la théorie des jeux montre que leur efficacité est meilleure quand on ajuste sa réponse future au comportement immédiatement passé de l'interlocuteur, c'est-à-dire en sanctionnant immédiatement les comportements égoïstes et en récompensant aussi à nouveau immédiatement les repentirs altruistes. On commence par coopérer, selon le principe d'une bienveillance de principe, si vous voulez, mais face à un refus de coopération ou une trahison, on sanctionne immédiatement et en proportion. Puis, dès que l'adversaire se remet à coopérer et redevient partenaire, on pardonne aussitôt. La thèse de la bienveillance de principe de la stratégie donnant-donnant est une objection à l'argument de la bienveillance hypocrite. Le paradoxe est que la stratégie la plus incitative à coopérer n'est pas elle-même inconditionnellement coopérante, si vous voulez, ou coopérative, mais elle n'est pas non plus hypocrite, ni au fond méchante. Elle n'est pas méchante non plus, si par méchant nous entendons, au sens de l'ancien français, celui dont l'intention est de faire mal choir ou de faire mal tomber. Elle est simplement juste, la stratégie donnant-donnant, c'est-à-dire ajustée en miroir, en lien, en harmonie. Elle est résonante. La stratégie la plus pro-coopérative est une stratégie d'ajustement, d'harmonisation qui se comporte en résonance. En partant d'une bienveillance de principe, elle est tour à tour capable de sanctions immédiates comme de pardon inconditionnel. L'usage des moyens de puissance, à travers la construction d'une relation de confiance, n'exclut donc pas, n'en déplaise à M. Godement ou à Sébastien Wag, elle n'exclut donc pas les moyens de pouvoir contre un adversaire, littéralement, c'est-à-dire contre quelqu'un qui irait contre vos propres intérêts. Mais cet usage des moyens de puissance se garde de diaboliser cet adversaire, de l'essentialiser en ennemi, puisqu'elle se laisse ouverte la porte, la possibilité d'un changement de comportement en fonction des repentirs de l'adversaire qui voudrait revenir à une attitude plus coopérative. L'essentialisation de l'autre en un ennemi dont les intérêts seraient par principe inconciliables avec les autres définit le bellicisme, et Xi Jinping dit bien que, je le cite, le bellicisme est la même chose que l'hégémonisme qui revient à soulever une pierre pour s'écraser soi-même les pieds. Donc Xi Jinping dénonce très clairement le bellicisme pour les mêmes raisons qu'il dénonçait l'hégémonisme. Alors l'histoire montrera si les actes posés par le président chinois auront été dans sa pratique conformes à cette doctrine. Moi je ne juge, si vous voulez, pour le moment je ne juge de rien en réalité, mais j'examine la cohérence d'une doctrine, la cohérence théorique, la cohérence rationnelle d'un type de discours, et c'est l'histoire qui jugera de la conformité ou pas des actes de la Chine socialiste de Xi Jinping avec cette théorie. Mais en tout cas, il me semble que c'est ma conclusion à ce jour, cette doctrine porte en elle une cohérence logique et je dirais même aussi une cohérence psychologique forte, profonde. Voilà, on comprend à cette conclusion pourquoi évidemment certains peuvent m'accuser d'être pro-chinois, mais encore une fois, quand j'approuve cette doctrine, quand je lui reconnais une cohérence logique et une profondeur psychologique, vous voyez qu'on pourrait en même temps tout aussi bien en déduire que je suis pro-occidental, puisque en l'occurrence, pour Xi Jinping, il s'agit
de justifier la profondeur de la doctrine socialiste en se référant à des doctrines occidentales, ici à la théorie des jeux. Et il ne le fait pas qu'une fois en passant, il le fait systématiquement, en tout cas très souvent, quand il parle devant des publics internationaux, spécialement à l'ONU. Donc il ne s'agit pas de défendre la Chine, mais il s'agit de défendre une certaine rationalité à laquelle Xi Jinping croit que l'Occident participe également, et c'est la raison pour laquelle il essaie de la solliciter, cette rationalité, il essaye de l'encourager en parlant à des Occidentaux dans le vocabulaire de la théorie des jeux, c'est-à-dire dans le vocabulaire d'une théorie venue d'Occident, et que les Occidentaux sont donc supposés être capables de comprendre, peut-être de comprendre en tout cas mieux que si Xi Jinping ne faisait simplement référence qu'à, je ne sais pas moi, par exemple, au confucianisme, qui pour le coup est purement chinois. Bon, au-delà de ces polémiques qui me concernent personnellement, mais qui ne doivent pas nous occuper plus que nécessaire, il faut absolument comprendre dans ce tournant historique que nous vivons ce qu'est la stratégie chinoise et derrière elle la stratégie des BRICS. Il faut comprendre vers quel universalisme et quel type de rationalisme elle nous encourage, elle nous invite plus exactement, contre l'universalisation d'un point de vue particulier qui a été, en tout cas ces dernières décennies, celui des USA, c'est-à-dire celui de l'hégémonisme, de l'impérialisme américain représenté par le symbole traditionnel de l'impérialisme depuis les Romains, c'est-à-dire par l'aigle à deux têtes. Il y a là une vraie polémique, là pour le coup, plus profonde, plus intéressante, centrale pour notre compréhension de l'histoire, et je vous propose de commencer une nouvelle série de podcasts, une nouvelle série de discussions sur l'universalisme autour du concept de communauté de destin pour l'humanité, autour de ce concept socialiste tout à fait central chez Xi Jinping. Mais je vous laisse en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne donc rendez-vous très vite. Belle journée à tous.